Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler un petit peu plus en profondeur des objets et on va voir une notion qu'il est important de bien comprendre pour la suite, la notion de prototype. Donc on l'a vu dans la documentation, à des moments donnés, on a des méthodes et des propriétés qui sont disponibles sur ce fameux truc qui s'appelle prototype. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Alors, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, on va voir les variables de base. Ici, j'ai repris l'exemple que l'on a créé précédemment, on avait juste créé un objet élève avec différentes propriétés et différentes méthodes. Si j'essaie de regarder cet objet au niveau de ma console, je vais voir quelque chose de bizarre. Je récupère bien mes différentes propriétés. En revanche, j'ai une propriété supplémentaire qui s'appelle underscore underscore proto underscore underscore. Et à l'intérieur, j'ai tout un tas d'autres propriétés, d'autres méthodes. Si je regarde sur un type de variable de base, par exemple, on va prendre un chiffre. On va prendre le chiffre 1 qu'on va stocker dans une variable A. Si je demande d'obtenir sur A cette variable proto, je vois que j'obtiens encore autre chose. J'obtiens ici un number qui est aussi un objet qui contient différentes propriétés, différentes méthodes. Et là, je reconnais des méthodes dont on a parlé précédemment. Par exemple, toString, toPrecision, toFixed, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous appelez une méthode, ce que va faire le JavaScript, c'est qu'il va regarder si vous avez la méthode ou la propriété directement sur l'objet. S'il ne la trouve pas, il va regarder si ce prototype est un prototype, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans le cas d'un entier, lorsque vous faites a.toFixed par exemple, il va se dire, sur a, j'ai juste une valeur 1, donc je n'ai rien. Je passe au prototype. Dans son prototype, je trouve le toFixed, et du coup, je peux utiliser cette méthode-là. Ce qui me permet d'appeler des méthodes qui ne seraient pas directement disponibles sur l'objet. Par exemple, si je prends mon élève, je peux faire une méthode toString. ToString va me donner quelque chose qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, mais ça va me donner quelque chose. Alors qu'on pourrait se dire, ouais, mais sur élève, tu n'as défini que la propriété nom et la propriété présent. Pourtant, ça fonctionne correctement. Donc ce système de prototype est utilisé en interne pour les différents types de bases, mais peut aussi être utilisé pour créer nous-mêmes nos propres types de variables. Alors on va reprendre l'exemple du système d'élèves. Et on s'imagine, allez, pour les élèves, on va créer une méthode supplémentaire qui permet d'obtenir la moyenne. Donc là, je vais directement recopier le code vu qu'on en a déjà fait à de nombreuses reprises. Le problème, c'est que si je me dis, tiens, je me créerai bien un nouvel élève que j'appellerai Marc, et pour cet élève, je veux aussi avoir la possibilité de calculer une moyenne. Le problème, c'est que je serai obligé de me répéter. Je créerai une première variable Jean, et ensuite, je dupliquerai mon code une seconde fois pour avoir une nouvelle variable qui s'appelle Marc, et qui est elle-même aussi la propriété, la méthode moyenne, pour calculer la moyenne. Et ça, c'est un petit peu problématique. Nous, on aimerait bien se dire, oui, mais en fait, là, on a un nouveau type de variable, un type de variable supplémentaire, qui est le type élève, qui permet d'identifier un élève. Et c'est sur ce type de variable-là que je vais avoir des méthodes utiles pour les élèves, comme par exemple le calcul de la moyenne, savoir s'il peut passer à la classe suivante, est-ce qu'il est présent ou pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser ce système de prototype et le détourner dans notre code. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qu'on va appeler élève, qui est un objet un petit peu générique, et dans cet objet-là, on va copier les deux méthodes qui peuvent être utilisées par tous les élèves. Donc je copie la méthode moyenne et la méthode présent. Maintenant, je crée mon premier objet Jean et je crée un autre objet Marc. Hop. Et pour l'instant, je laisse ça tel quel. Donc là, on va corriger les virgules, parce que sinon on ne peut pas aller bien loin, et j'actualise ma page. Si j'essaie d'appeler Jean, automatiquement j'obtiens mon objet avec le nom Jean, et cet objet va avoir le prototype de base des objets. Mais l'avantage, c'est que je peux tricher, et je peux lui dire, tiens, je vais modifier ton prototype, et dire que maintenant ton prototype, c'est un élève. Si je réinspecte Jean, je vois que mon objet a bien la propriété nom, et son prototype, c'est élève. Donc c'est ces deux méthodes-là. Et ce prototype a lui-même un prototype qui est un objet. Si maintenant je lui demande de faire Jean.moyenne, il va essayer d'exécuter la méthode qui est directement disponible ici, qui n'est pas directement sur Jean, mais qui est sur le prototype de Jean qui est élève. Donc là, il me sort une erreur, tout simplement parce que Jean n'a pas de notes. Donc si je corrige le problème, je définis pour Jean des notes, on va dire qu'il a eu 10 puis 20, et on va dire que Marc est un petit peu plus assidu et il a 2 20 d'affilée, 20 et 20. Et ensuite, je modifie ces deux objets pour modifier leur prototype. Là, plutôt que de le faire en console, je vais le faire directement là. Donc je vais dire que le prototype de Jean, c'est élève, et de la même manière, le prototype de Marc, c'est élève.
Si je réactualise ma page, si je fais Jean.moyenne, comme je l'ai fait tout à l'heure, ben, automatiquement ça fonctionne correctement. Parce que le JavaScript va dire, bon, ben, sur l'objet Jean, je n'ai pas de méthode moyenne. En revanche, sur son prototype, qui est du coup élève, j'ai effectivement la méthode moyenne. Et sur ça, ben, ça fonctionne correctement. Alors ça, c'est la méthode entre guillemets un petit peu touchy, hein, c'est pas la méthode officielle. Cette propriété proto, c'est juste quelque chose qui est utilisé en interne, mais vous ne devrez jamais y toucher. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors pourquoi tu nous le montres? En fait, il y a des méthodes dérivées pour arriver au même résultat. Lorsque vous voulez obtenir le prototype d'un objet, il faudra plutôt utiliser la méthode getPrototypeOf. Si je veux le prototype de Jean, plutôt que de faire __ proto, je fais object.getPrototypeOf Jean. Si je fais ça, ça me donne l'objet qui est l'objet élève. Si je demande par exemple d'avoir le prototype d'un entier, hop, ben là, j'obtiens le number, qui lui-même a comme prototype les objets. Donc après, c'est quelque chose qui est aussi utilisé en interne. Globalement, dans le JavaScript, les types primaires que l'on a vu jusqu'à maintenant, les tableaux, les chaînes de caractères, les entiers, vont avoir comme prototype un prototype particulier. Et ensuite, ils auront toujours comme prototype l'objet. C'est le truc qui va servir de prototype de base à tous les objets que l'on va utiliser. Enfin, à tous les types de variables que l'on va utiliser. Donc ensuite, si jamais vous voulez créer un objet qui est comme prototype élève, ben on ne fera pas comme ça. Si je reprends ma console, je vais nettoyer un petit peu le code. Imaginons que je veux créer une nouvelle élève que je vais appeler Marion. Ben, ce que je peux faire, c'est faire Marion égale object.create et lui dire de créer un nouvel objet qui aura comme prototype élève. Si je fais ça, ça va me donner un objet vide, mais cet objet vide va avoir comme prototype élève. Et ensuite, ben, je peux m'en profiter pour définir différentes propriétés. Par exemple, on fait marion.note et on va dire qu'elle a directement 15. Là, je lui définis qu'une seule note. Et ensuite, ben, je peux faire marion.moyenne comme les autres et ça ne posera absolument aucun problème. Voilà, et de la même façon, on a aussi une méthode setPrototype, mais elle est très peu utilisée. On utilisera systématiquement le object.create. Donc ça, c'est la première manière de faire. Mais il y a une autre manière, c'est en utilisant le système de constructeur. Là, ce que l'on a écrit, c'est bien pratique, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça m'obligerait à faire ici, bon, ben, je crée Jean, qui serait un objet qui aurait comme prototype les élèves, en faisant object.create élève. Et après, si je veux définir un nom, ben je suis obligé d'écrire une nouvelle ligne en définissant le nom. C'est pas très pratique. Donc on a un autre système qui est le système de constructeur. Donc globalement, on va pouvoir créer une fonction qui va permettre de construire les objets. Donc ce constructeur, ben, il utilise une syntaxe que l'on connaît déjà, c'est la syntaxe des fonctions. Il vous suffit d'écrire une simple fonction. Donc là, je vais commenter le code que l'on a écrit jusqu'à maintenant. Voilà, parce que ça va nous resservir juste un petit peu plus tard. Mais on peut créer comme ça une fonction qu'on va appeler élève. Alors en général, dès qu'on parle d'un nouveau type de variable, on met la première lettre en majuscule, histoire de séparer, de faire la différence par rapport à des variables de base. Donc là, j'ai créé une fonction qui pour le moment ne fait rien. Et moi, je me dis, bon, ben, lorsque je crée un élève, j'aimerais bien lui passer le nom. Ben, ce que je peux faire, c'est lui dire au niveau de la fonction, prends le nom en paramètre. Et dans cette fonction, on va écrire le code qui va permettre de construire l'objet. Donc ici, je vais mettre this.nom égale le nom qui est passé en paramètre. Maintenant, lorsque je souhaite créer un nouvel objet qui utilise ce constructeur-là, ben je peux créer une nouvelle variable Jean, et dans Jean, je fais new élève, et je lui passe en paramètre le nom. Donc là, on va l'appeler Jean. Si je veux créer un second élève, que je vais appeler Marc, ben je peux faire new élève et lui passer Marc. Alors si j'essaie de regarder ce que ça va me donner, si j'actualise la page, Jean est maintenant un objet. On voit que ce n'est pas un objet où il y avait marqué object tout à l'heure, mais c'est un objet de type élève. Et à l'intérieur, j'ai le nom Jean. Si je lui demande d'obtenir le prototype, donc là je vais utiliser la méthode un petit peu sale, c'est pas grave, mais ça me donne un objet vide. Et après, à l'intérieur, j'ai le prototype classique. Alors pour comprendre un petit peu ce que fait cette fonction, alors là je l'écris juste pour essayer de vous montrer visuellement ce que ça fait, mais c'est absolument incorrect ce que je vais écrire. Cette fonction, lorsque vous l'exécutez, c'est comme s'il faisait un var vis égale un objet vide. Ensuite, il fait vis.__proto_, donc il définit le prototype et il donne cette variable un petit peu bizarre qui est le prototype de la fonction. C'est une propriété qu'ont toutes les fonctions qui, par défaut, est un objet vide.
Et ensuite, il fait vis.nom égale non, et il ferait un return de vis. Donc voilà comment vous pouvez interpréter ce code-là. Alors si vous écrivez ça, ça n'a absolument aucun sens, évidemment. Mais c'est ce que vous devez imaginer qui se passe dans votre fonction. Donc si vous souhaitez maintenant rajouter la méthode moyenne, on pourrait être tenté de se dire, bon, ben, je la crée ici, en faisant vis.moyenne égale une fonction qui fait un petit peu le même globipulga que tout à l'heure. Mais ce n'est pas forcément la bonne façon. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser le système de prototype. Alors c'est un petit peu bizarre, c'est une propriété particulière des fonctions qui a le malheur de s'appeler prototype, même si ça n'est pas vraiment le prototype. C'est-à-dire que si vous regardez cette variable élève, hop, elle a un prototype. Tous les objets ont toujours un prototype. Donc c'est un prototype de type fonction, et ce prototype a lui-même aussi un prototype, et ça va être le prototype des objets. Mais en plus de cela, cette fonction-là a une propriété qui s'appelle prototype, tout simplement, qui est un objet qui par défaut va contenir une propriété qui est le constructeur. Globalement, cette propriété a stocké cette fonction qui a été créée ici. Voilà, je vous l'explique, mais c'est vrai que ça n'a pas... Voilà, c'est important de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, mais bon, après, c'est pas si dramatique si vous ne comprenez pas tout. Hein. J'essaie vraiment de ne rien louper, mais ça fait beaucoup de termes techniques et malheureusement, on n'a pas le choix. Donc ce prototype-là, on voit que c'est la même chose que lorsque l'on a analysé le prototype de Jean. On voit que ces deux choses sont identiques. Donc si on veut rajouter une méthode sur tous les objets de type élève, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement rajouter la méthode sur le prototype de cette fonction-là. Donc là, on fait élève.prototype.la fonction, donc nous ça va être moyenne, et on crée une nouvelle fonction. Et à l'intérieur, on recopie le code que l'on avait ici. On crée une variable somme, on fait la somme et on divise. Donc si je sauvegarde et que je réactualise, si je réaffiche ma variable Jean, je vois qu'elle a, c'est bien une variable de type élève, elle a bien sa propriété nom, et maintenant dans son prototype, elle a cette nouvelle fonction. Parce que le prototype de cet objet-là, c'est le prototype d'élève. Si vous faites Jean.__proto, ça sera égal à élève.prototype. Voilà. Si maintenant je me dis, tiens, Jean, je lui appliquerai des notes, hop, je lui donnerai la note 10 et 20. Vu que Jean a dans son prototype le prototype d'élève, je peux maintenant appliquer la méthode moyenne. Et automatiquement, ça va me donner 15. L'avantage de ce système aussi, c'est que le prototype peut être changé dynamiquement. Je peux me dire, tiens, pour les élèves, j'imaginerais bien avoir une propriété moyenne qui me dit à partir de quand on a la moyenne. Je peux lui dire dans le prototype d'élève, je rajoute une propriété que j'appelle... je ne vais pas l'appeler moyenne, sinon ça va rentrer en conflit avec la fonction, mais je vais l'appeler juste moyenne. Je vais juste l'appeler average. Voilà, c'est arbitraire. Et je lui mets la valeur 10. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de modifier l'objet qui se trouve dans la propriété prototype de cette variable élève. Vu que les prototypes de Jean et de Marc sont cet objet-là, automatiquement, ils vont se retrouver à avoir cette nouvelle propriété average. Si je demande d'inspecter Jean, je vois que dans son prototype, hop, c'est juste ici, on a cette nouvelle propriété average. Et après, comme ça, je peux modifier encore et encore si j'ai envie de rajouter des méthodes ou des choses comme ça. Alors, il faudra faire attention. Si vous vous dites, tiens, je modifierai pour Jean la variable average, la propriété average, et je mets 15, ça ne modifie ici la propriété que pour lui. Parce que là, je modifie la propriété directement sur Jean. Si maintenant je réinspecte Jean, je vois que lorsque je inspecte cet objet-là, j'ai une propriété average directement sur l'objet. Donc lorsque je vais faire Jean.average, il va regarder d'abord ici, il va dire, ah, là tu as une valeur, donc ça donne 15. Et ensuite, si jamais il ne le trouvait pas, il mettrait dans le prototype. Donc si je fais Jean.average, ça va me donner 15. Mais si je continue à faire Marc.average, lui, il va me dire, je ne le trouve pas sur l'objet, donc je regarde dans le prototype, et dans le prototype, je trouve la valeur 10. Donc je regarde sur cet objet, je ne trouve pas d'average, je regarde dans le prototype, je vois un average, et donc je sors cette valeur-là. Donc voilà comment fonctionne ce système de prototype. Alors je sais que ce n'est pas forcément une notion qu'il est très évident de comprendre, mais essentiellement, vous allez retrouver souvent cette manière d'écrire les choses. Alors, un petit point sur la terminologie, parce que ça va être utile lorsque l'on va parler des choses. Je ne vais pas forcément revenir dessus, et j'utiliserai beaucoup ces termes. Donc, Jean et Marc, c'est ce que l'on appelle des instances. Élève, c'est ce que l'on appelle dans d'autres langages de programmation des classes. Mais en JavaScript, on va tout simplement dire que ce sont des objets. Donc, Jean et Marc, ce sont des instances de l'objet élève. Donc, globalement, ils héritent des méthodes d'élèves, mais ils peuvent aussi avoir des propriétés qui leur sont propres.
Donc lorsque dans mon constructeur je fais vis.nom égale nom, je crée une propriété d'instance nom. Donc c'est une propriété qui sera différente pour chaque instance de mon objet. Jean et Marc auront des noms différents. En revanche, ils partageront la même méthode moyenne, qui est une méthode qui est directement au niveau de l'objet parent. Voilà, donc ça c'est très important de bien le comprendre. Donc lorsque vous allez travailler en JavaScript, vous allez fonctionner toujours de la même manière. Vous allez créer un constructeur qui va pouvoir faire différentes choses. Et ensuite, si jamais vous avez des méthodes que vous voulez rendre disponibles pour toutes les instances, vous allez directement les mettre sur le prototype, la propriété prototype de la fonction que vous avez écrite. Donc si par exemple je me dis, j'aimerais bien définir les notes à la volée, par exemple faire un truc comme ça, 10 et 15, ce que vous pouvez faire ici, c'est lui dire en second paramètre, tiens, tu peux avoir les notes, et lui dire si les notes ne sont pas, si les notes sont définies, donc if notes sont différents de undefined, dans ce cas-là, tu feras un vis.note et tu définiras les notes au niveau de l'instance, en prenant les notes qui sont passées en paramètres. Enfin, je peux me dire, si je demande la moyenne pour Marc, je vais obtenir une erreur parce que je n'aurai pas de note. Donc là, je vais faire if, alors hop, j'ai un petit souci au niveau de l'indentation, voilà. Si les notes de l'élève n'existent pas, donc if vis.note égale undefined, dans ce cas-là, tu vas faire un return not a number. Tu retournes une variable de type not a number. Si maintenant je réactualise ma page, je vois que Jean a directement eu des notes, donc je peux faire directement Jean.moyenne et ça me donne sa moyenne. Si en revanche je fais Marc.moyenne, je vais obtenir une valeur de type not a number, parce qu'il n'a pas de note et du coup ça return not a number. Mais de cette manière-là, je peux construire des objets plus ou moins compliqués suivant mes besoins. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément utiliser très souvent dans la suite de cette formation, mais je pense qu'il était important de faire un point pour comprendre comment fonctionne le JavaScript en interne, et ça nous permet de mieux comprendre comme ça la documentation. Donc lorsqu'on lit la documentation, il faut la lire de la manière suivante. Toutes les propriétés qui sont sur le prototype, c'est un petit peu comme les propriétés que l'on a définies ici, ce seront des propriétés que l'on va pouvoir utiliser sur l'instance. En revanche, toutes les propriétés qui sont ici, ce sont des propriétés qui auraient été directement injectées sur la fonction. Par exemple, j'aurais pu faire élève.moyenne égale une fonction, et cette fonction retournait 10. Si je fais ça, là j'ai créé une propriété moyenne directement sur l'objet élève. Donc ça n'affecte pas les instances, ça affecte seulement l'objet élève. Si je regarde au niveau de ma console, je peux faire élève mon objet, point moyenne, et ça me donnera 10. En revanche, lorsque je fais Jean.moyenne, là il ne fait pas appel à cette méthode-là, il fait véritablement appel à la méthode qui est sur le prototype. Donc c'est exactement ce que vous devez lire sur la documentation. Là, ce sont des propriétés que vous allez directement écrire en réécrivant ce qui est sur la documentation. En revanche, les propriétés qui sont sur le prototype, ce sont les propriétés que vous allez utiliser au niveau des instances. Enfin, si vous descendez tout en bas, vous avez l'héritage. L'héritage vous montre de quoi hérite votre système. Donc là, vous voyez que ça hérite des fonctions et des objets. Si vous regardez des choses un petit peu plus avancées, donc on en parlera un petit peu plus tard dans cette formation, mais par exemple les événements JavaScript, ça va être la même chose. On va avoir des méthodes qui seront disponibles directement sur l'objet en question. On va avoir des méthodes qui seront disponibles directement sur le prototype. Donc là, il n'y en a pas en particulier. Et ensuite, on a l'héritage. Donc par exemple, un keyboard event hérite de UI event. Et UI event hérite lui-même de event. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Juste pour vous montrer, si je crée une variable qui est un keyboard event, on s'en fiche de ce que c'est vraiment, mais si je regarde son prototype, si je fais a__proto, hop, je vois que c'est un keyboard event. Si je lui demande le prototype de ce truc-là, je vois que c'est un UI event. Si je lui demande ce prototype-là, je vois que c'est un event. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que qu'est géré le système d'héritage. Donc là, dans ce cas-là, ce sont des objets qui sont relativement complexes parce que vous voyez, il y a plusieurs niveaux de prototype. Il y a un premier niveau, hop, si je descends, il y a un second niveau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lorsqu'on cherche les méthodes qui sont disponibles sur cet objet-là, il faut chercher les méthodes qui sont disponibles sur le keyboard event, sur le UI event, sur le event, et enfin sur l'objet. Ça fait beaucoup de choses. Mais voilà comment fonctionne le JavaScript.
Donc si vous avez des problèmes avec cette notion-là, c'est-à-dire si vous n'avez pas tout compris dans cette vidéo, ne perdez pas pied. Ce que vous faites, vous continuez, vous essayez d'être un petit peu plus à l'aise avec le JavaScript et vous revenez sur ce chapitre un petit peu plus tard pour essayer de recomprendre les choses.